j'ai juste une question. Voilà, alors bonjour, bienvenue. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Natacha Hulbosch, spécialiste en médecine énergétique chinoise, et on va aborder aujourd'hui le sujet passionnant de la détox de printemps. Alors j'ai préparé un beau petit PowerPoint, je vais l'ouvrir pour qu'on puisse suivre le déroulé tranquillement. Alors, voilà. Est-ce que vous l'avez en plein écran? Non. Oui. Oui. Ouais, le mettre, c'est toujours un petit peu. Ok. Donc, ici, ce sont les trois moments clés. Donc, on a aujourd'hui le webinaire avec Natacha. Pourquoi détoxiner au printemps? Que détoxiner exactement? Comment fonctionne le corps à la saison? On va découvrir tout ça dans quelques instants et je vous explique juste le déroulé du pourquoi de ce webinaire. En fait, il s'inscrit dans un processus, c'est-à-dire que la semaine prochaine, on a une plaidée chez Onai. On va expérimenter les outils euh, autour du Kundalini Yoga relatif à la périménopause, comprendre le yoga hormonal, comprendre aussi la période hormonale de transition dans le corps. Donc, on va aborder ça la semaine prochaine. Et le 21 mars, là, on va démarrer un programme de 21 jours, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, ça, ce sont les trois moments clés. En deux mots, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis donc Sarbani Sen, je suis prof de Kundalini Yoga et astrologue. Mais surtout, récemment, je suis devenue prof à l'école belge de naturopathie et j'ai eu la chance de donner cours là-bas de pneumologie, mantrathérapie, sonothérapie, etc. Et donc, je fais vraiment le pont entre mes origines indiennes et ma connaissance apprise depuis la naissance, j'ai envie de dire depuis en tout cas ma tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, et j'amène ça dans un vocabulaire plus occidental. Et ma passion est de donc transposer la philosophie orientale au lifestyle moderne. Euh, Mon rêve, ce serait que l'humain ait une meilleure connaissance de son être profond, de son véhicule, qu'il se réapproprie sa santé mentale et physique, que la danse, le yoga et l'hygiène de vie soient enseignés dans les écoles. Alors, mon invitée de ce jour, et je la remercie d'être là parce que je sais qu'elle a un agenda très chargé, c'est Natacha Hulbosch, qui est praticienne en énergétique chinoise et médecine traditionnelle chinoise. Elle est formée en sciences humaines et en ressources humaines. Elle a occupé des postes de direction dans les RH et le secteur bio, alliant gestion et passion. Et pour le bien-être, pardon, je suis interrompue, je vais arrêter ça. Après une errance médicale, la médecine traditionnelle chinoise lui permet une guérison complète et transforme sa vision de la santé. Formée en médecine traditionnelle et diplômée master coach, elle développe une approche globale, corps-esprit. Aujourd'hui, elle accompagne vers l'équilibre énergétique et l'épanouissement personnel. Elle reçoit chez Honai et dans ses cabinets privés à Heisenberg et à Oui. Alors, j'ai demandé à Natacha quel était son rêve. Ce serait que l'humain ait une meilleure connaissance de son être profond, de son véhicule. Ah pardon, j'ai pas intégré ce que tu m'avais écrit. Ah zut, c'est pas la dernière version. Attends, je vais la reprendre. Est-ce que tu peux le dire toi-même, Natacha? Et oui, mais en fait, mon rêve, et je vais faire un global. Bonjour à toutes déjà, et merci d'être là. Ça va être, je vais le faire en global, donc les trois points en sum-up. Mon rêve à moi, ce serait que l'humain réalise à quel point il a toutes les clés pour pouvoir avancer vers ce vers quoi il a envie d'avancer, en fait, que ce soit de la sphère émotionnelle et psychologique et psychique et de la sphère vraiment corporelle. Et mon rêve serait que, voilà, que le monde, de manière générale, surtout en cette période un petit peu de chaos, puisse retrouver cette paix à l'intérieur de lui-même. Plutôt que... Voilà. Chouette, merci. Ben, on va déjà continuer sur l'objectif du webinaire, donc reprendre contact avec le fonctionnement du cycle des saisons, ce que nous pouvons en tirer comme apprentissage, comment accompagner le printemps par la médecine chinoise, et puis découvrir l'approche ayurvédique et Kundalini. J'aime bien faire des parallèles et qu'on puisse comprendre de manière vraiment globale.
Et donc, je vais te laisser la parole. C'est le printemps et en énergétique chinoise, ça veut dire quoi? Alors, je vais dérouler ton PowerPoint. Pour ça, je vais fermer celui-ci un instant. Voilà. À toi, Natacha. Yes. L'idée ici, effectivement, c'est de parler du printemps parce qu'on y arrive doucement sous la lecture occidentale, mais effectivement, en énergétique chinoise, en médecine chinoise, le printemps, en fait, on y est déjà. Puisque on fait la transition de l'hiver vers le printemps dans le courant de fin janvier, en sachant qu'en médecine chinoise, il y a toujours une intersaison, comme on l'appelle. Et donc la lecture, c'est vraiment de se dire, ici, on a eu l'hiver qui vient de passer, on a eu un temps de transition, donc de fin janvier à mi-février, on a eu une intersaison qui est liée à l'organe de la rate, comme ça je vous mets directement dans le bain. Et ici, effectivement, on est dans la saison du printemps déjà, et on est sur l'organe du foie. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'aligner finalement son fonctionnement avec les saisons? Parce qu'en fait, chaque saison représente finalement une transition énergétique. Donc, quand on est en hiver, on a un certain type d'énergie à l'intérieur de notre corps, et quand on va transiter vers le printemps, on passe dans une nouvelle énergie. Et donc, en médecine chinoise, l'approche de la nature, c'est vraiment de se dire, notre corps doit suivre la nature, et donc en hiver, ben, on hiberne, un peu comme les animaux. Et l'hiver étant lié à l'organe du rein. Donc vraiment cette partie yin, cette partie nourricière, cette partie ressourcement profond. Et puis après la transition douce qu'il va y avoir avec l'intersaison vers le printemps, c'est vraiment cette partie plus yang, parce que le foie va être un organe qui va être plus dans la sphère du yang. Donc on va recommencer à sortir une nouvelle énergie. C'est un petit peu le, cette photo qu'on voit souvent en fait du tronc avec cette petite plante qui pousse à travers le tronc, et donc un renouveau ou sortir tout simplement de cette hibernation vers quelque chose de différent. Donc ici, par rapport, si je dois reprendre la slide générale, la santé en médecine chinoise, c'est surtout d'avoir dans la globalité une harmonie, c'est-à-dire pas de gros déséquilibres énergétiques. Et donc, comment on maintient cette harmonie? Ben, c'est effectivement en faisant attention à chaque loge énergétique, parce qu'on va parler de loge énergétique en médecine chinoise, que ce soit la loge du rein, que ce soit la loge du foie ici pour le printemps, c'est toujours une loge énergétique. Et donc, quand on a des déséquilibres sur ces loges, on va avoir à un moment donné des symptômes physiques. Donc, en tant qu'humain, physiquement, dans le monde d'ici, hein, on va le ressentir comme une fatigue, comme une irritabilité, comme d'autres symptômes. Et puis à un moment donné, si on n'écoute pas les symptômes, effectivement, ça peut être plus grave et donc on développe des maladies. Mais donc voilà, ça c'est un petit peu le concept de se dire, la médecine chinoise, c'est quoi? C'est un cycle d'engendrement. Ce sont des loges énergétiques qui doivent se nourrir les unes les autres. Et effectivement, quand on passe de l'hiver au printemps, il y a cette transition douce qui doit se faire vers une nouvelle énergie qui va être celle du foie. Et le foie en médecine chinoise, l'organe, la loge énergétique du foie, elle est vraiment liée à la fonction locomotrice. Donc ces fameuses fonctions, on va de nouveau se mettre en mouvement, on va de nouveau bouger, mais elle gère toute une série d'autres fonctions. Le foie, on va souvent enfin, on l'associe parce qu'elle est en lien avec la vue, avec les veines, avec les muscles et les tendons, et c'est aussi la grande loge énergétique du psychologique, d'accord? Donc voilà, quand on vit des gros événements dans la sphère psychologique, émotionnelle, c'est la loge du foie qui va, elle, le plus recevoir en termes d'énergie, du coup, qu'on appellera en médecine chinoise l'énergie perverse, hein. Donc on va charger la loge du foie d'énergie perverse. Et donc l'idée, c'est de pouvoir gérer ça. Alors normalement, votre corps, s'il n'y a pas de déséquilibre, le gère tout à fait naturellement. Il n'y a pas besoin d'intervenir. Mais quand il y a des déséquilibres qui se sont créés au fil des années, au fil de votre vie, effectivement, parfois, vous pourrez ressentir une loge du foie qui est plus chargée. Et donc, dans cette transition au printemps, si vous allez bien et que tout va bien, alors c'est une transition qui se fait de manière tout à fait fluide et calme. S'il y a des petits blocages énergétiques à gauche, à droite, vous pourriez ressentir à cette période-ci une plus grande irritabilité, un peu plus de colère, des choses un peu moins gérées en fait, et donc des choses qui vont peut-être sortir de manière moins, vous allez moins arrondir les angles que d'habitude. C'est parce qu'effectivement, la loge du foie ici va être la pionnière de cette saison, et donc c'est celle qui va représenter l'émotion de la colère.
sous toutes ses formes. La colère, c'est pas quelque chose de négatif, jamais. On a le droit d'être en colère. La seule chose, c'est comment est-ce que cette colère est exprimée, comment elle va être ressentie déjà par soi, et puis comment elle va être transmise, comment est-ce qu'on va transmettre à l'autre ce qu'on ressent. Et c'est là, en fait, où on va voir de manière émotionnelle et psychologique où est-ce que potentiellement il pourrait y avoir des petits déséquilibres qui fait que parfois c'est moins fluide et c'est un peu plus prenant pour la personne, quoi. Donc voilà pour la loge du foie, pour le printemps ici. Alors, je vais laisser certainement Sarbani parler de tout ce qui est l'univers de détox à proprement dit, parce qu'elle maîtrise excessivement bien ça. Par contre, moi, ce que je peux vous dire par rapport à la loge du foie et à comment on va finalement la nourrir au printemps, il y a une sphère de l'alimentation et encore une fois, il n'y a rien de chinois, sans jeu de mots, mais c'est vraiment de se dire, enfin voilà, il faut suivre les saisons, il faut suivre les saisons tant au niveau de notre énergie et de ce qu'on va faire comme implication physique et émotionnelle, mais c'est aussi lié aux saisons de l'alimentation. Et donc maintenant, on va être beaucoup dans les pousses vertes, on va être dans les asperges qui vont arriver, etc. C'est ce qu'on vous conseille de manger. Il faut manger du chaud. On est encore dans quelque chose de transition, comme on dit très bien dans l'adage ici en Europe. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Donc cette transition vers le printemps reste toujours quelque chose de progressif. Et donc quelque chose dans lequel on va continuer à nourrir avec du chaud et avec des... Soyez juste au courant des saisons pour les aliments. En fait, c'est exactement ce que le corps a besoin pour pouvoir passer d'une saison à l'autre. Donc voilà, du cuit, faites bien attention, et ça c'est pour toutes les saisons, mais certainement dans les périodes de transition, c'est de bien déjeuner le matin. C'est le repas le plus important pour vous. C'est important d'y prendre des protéines et même la sphère médicale, si on doit être très cartésien dans notre approche, tous les médecins vous diront que dans l'idéal, vous mangez vos plats du soir le matin et qu'en fait finalement on fonctionne à l'envers, c'est-à-dire le plat du matin le soir, le plat du midi à midi et le plat du matin dans l'autre sens, donc le petit déjeuner, c'est-à-dire quelque chose de très léger en fin de journée pour éviter de vous charger, parce qu'il ne faut pas charger le foie, n'est-ce pas? Puisqu'on en a besoin pour justement développer cette énergie dans cette intersaison qu'on a eue et qui est dans le monde occidental dans lequel on est pour le moment, quoi. Donc voilà, après évidemment, toujours des mouvements, il faut rester en mouvement, il faut reprendre du mouvement parce qu'en fait, post-hiver, on est censé avoir un peu hiberné et coucouné avec nous-mêmes. Et en fait, ici, on a besoin de recommencer dans une fluidité, on remet en mouvement l'énergie. Le foie, c'est aussi la circulation de l'énergie dans le corps. Et donc, c'est important de remettre en mouvement. Ça ne veut pas dire forcément être dans un excès, mais ça veut dire effectivement faire des mouvements lents. Quand vous vous réveillez le matin, n'hésitez pas à remettre en mouvement doucement le corps, c'est important. Ça travaille aussi sur votre nerf vague, ça travaille aussi sur la partie vraiment de la gestion de l'émotion, mais qui est complètement inconsciente, là, qui est au niveau du corps. Toutes ces petites choses, pratiquer l'ancrage. Bref, c'est le moment en fait pour vous ici de pouvoir vous mettre dans l'ancrage, dans l'énergie dans laquelle vous allez passer les prochaines saisons, donc l'été, après l'automne et puis jusqu'au prochain hiver. C'est un petit peu cette relance d'énergie. Donc, dans quel mood vous allez être, ouais, dans quelle énergie vous allez être pour pouvoir voilà, traverser les différentes saisons qui arrivent juste derrière. Alors évidemment, vous allez avoir la sphère certainement qu'il y a une question, qu'il y aurait des questions qui pourraient venir concernant les allergies, puisque forcément, qui dit printemps dit allergie, dit réaction surpositive du corps à son environnement et donc à la nature. Et il faut savoir que tout ce qui est de la sphère des allergies, tout ce qui est pris au niveau ORL, etc., dans ce qui va arriver ici au printemps, c'est typiquement le signe d'une énergie qui stagne au niveau du foie. Et donc, c'est là où c'est important, effectivement, de pouvoir pointer ces petits, je dis petits, mais pour certains patients, c'est des gros symptômes, hein. Mais donc, ces symptômes qu'on peut avoir, c'est important de les noter et d'en être conscient et de pas dire, bah oui, c'est comme chaque année, je les vis, c'est normal, ça fait partie de mon quotidien. Non, 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 c'est pas censé faire partie de votre quotidien. S'il y a une fluctuation normale de votre énergie, on n'est pas censé avoir des très gros symptômes, slash pas de symptômes du tout. Donc, c'est ça aussi qui est génial, je trouve, en médecine chinoise, c'est qu'il n'y a pas de petits symptômes. Tous les symptômes sont importants parce qu'ils nous permettent d'avoir une lecture globale et donc de pouvoir pointer effectivement les potentiels déséquilibres sur quelle loge ils pourraient être. Et donc, quand moi je vois des patients en cabinet et que je leur dis, il faut vraiment me dire tous les symptômes, je sens qu'il y a une partie de symptômes qui ne me disent pas parce qu'en fait, on sait une lecture, on va dire, ben bon, un petit mal de tête de temps en temps, oui, bon, je suis toujours un peu ballonnée, j'ai un peu mal au ventre, oui, effectivement, j'ai de l'acidité, voilà. Mais en fait, tous ces petits symptômes, vous nous donnez des déséquilibres et la loge du foie est souvent, en fait, pas souvent, elle est toujours reliée à d'autres loges. Donc, on va vraiment être dans une saison où on est dans la loge principale, j'ai envie de dire,
parce que on aura un germe, ça va être la loge du rein et du foie qui va être prise. On a un gros choc émotionnel, ça va être le foie et la rate. On va avoir des problématiques digestives, ça va être le foie et le gros intestin. On va avoir des germes sur le poumon, donc une tendance à l'asthme, tout ce qui est bronchite, etc. C'est le foie et le poumon. Et donc finalement, ce foie, il est un petit peu central au niveau de la lecture énergétique, mais il l'est aussi dans le monde physique, en médecine conventionnelle. On dit toujours que quand un foie ne va pas bien, la première chose qui se passe, c'est qu'on a des symptômes physiques sur tous les autres organes et le foie en dernier. Et donc, ça veut vraiment dire que cet organe qu'on a l'impression que, ouais, je bois pas trop parce que mon foie, non, 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 on est au-delà de ça. On est vraiment sur un organe principal du corps qui, effectivement, quand il est chargé, va venir émettre des symptômes sur les autres organes. Et donc, quand on a un problème de cœur, un problème de rein, un problème de machin, systématiquement, il faut revenir à l'organe central qui est le foie. D'où l'intérêt de ce webinaire que Sarbani met en avant et à juste titre. C'est important à ce moment-ci d'être sûr que le foie va bien, qu'il est en santé, parce qu'effectivement, il va donner la tendance ici des prochaines saisons qui vont arriver. Et comme on le sait tous, en été, on mange des barbecues, des crudités, des machins. Et donc, c'est vrai que on va charger ce foie et qu'il est mieux de partir sur un foie qui est en pleine forme qu'un foie qui a déjà une tendance voilà, à pas être en super forme parce qu'on sort de l'hiver et des raclettes. Et donc, du coup, la détox de printemps, je pense que c'est une bonne idée en sachant toujours où est-ce que vous en êtes. C'est important d'avoir une lecture juste de votre corps en écoutant tous vos symptômes et en voyant un petit peu, voilà, en faisant un pit stop finalement de OK, où est-ce que j'en suis? Je pense que Sarvani va revenir avec des tips pour ça, mais où est-ce que j'en suis aujourd'hui et comment je mets les choses en place. Et voilà. Voilà, en gros, hein, la lecture, grosso modo, de la médecine chinoise, sans rentrer trop dans les détails non plus, mais voilà. Merci Natacha, c'est passionnant et c'est vrai que ça nous remet vraiment les yeux en face des trous sur l'importance de ce pit stop dont tu parles, de faire un peu un état des lieux de la période où est-ce que j'en suis. On sort de l'hiver, on sait ce qu'on a traversé, on sait l'année qu'on a traversée, on sait aussi l'hiver qui a été peut-être l'occasion de faire un état des lieux de l'année écoulée, parce que je pense que tout le monde a traversé quand même une année très très mouvementée. Et donc cet hiver, on a pu peut-être un peu laisser poser les énergies, se ralentir et prendre un peu de bon temps. Je pense que l'hiver a été propice à s'apaiser et à se régénérer aussi. On a compris que c'était important et qu'il y avait un lien de corrélation entre le repos qu'on va prendre en hiver et l'énergie qu'on va pouvoir avoir disponible. Donc de pas trop faire, même si la société nous pousse à tout le temps être dans le faire. Et donc c'est vrai que ce printemps, c'est surtout ce printemps, je vais faire le lien avec l'astrologie aussi, ce printemps de euh, cheval de feu, année 1, enfin voilà, on a entendu parler de toute cette énergie, on la sent peut-être déjà aussi. C'est vraiment important de faire un état des lieux, qu'on soit sûr de vers quoi on veut aller, comment on va y aller, que le véhicule soit prêt, quoi, parce que il va se passer beaucoup de choses cette année, je pense. Est-ce que vous avez des questions pour Natacha? N'hésitez pas, c'est le bon moment. Sinon, on peut en poser aussi à la fin. Moi, je vais enchaîner sur l'approche ayurvédique yogique. Mais si vous avez des questions, c'est le bon moment. Je vois plus tout le monde parce que les caméras sont pas allumées. Ok. Alors, je vais enchaîner et je vais vous partager euh, ce que j'ai rassemblé au niveau de l'Ayurveda. Il faut savoir que je ne suis pas formée en Ayurveda, mais j'ai grandi dans cette philosophie, ce qui fait que j'ai une approche du quotidien en fait, ayurvédique. Et donc je vais vous partager ce que j'ai rassemblé comme information un peu plus formellement. Donc la détox de printemps selon l'Ayurveda, le principe général c'est que c'est la saison où le kapha, donc l'énergie de l'eau de la tête. Il faut savoir qu'en Ayurveda, on considère que il y a trois typologies majeures de personnalité qui pourraient être rattachées au tempérament. Et donc, il y a le Vata, Pitta, Kapha. Vata, c'est les tempéraments plus aériens. Pitta, c'est les tempéraments plus fougueux, feu. Et Kapha, c'est les tempéraments plus eau, terre, donc plus lents.
Vata, c'est plus aérien, comme je disais, et Pitta, c'est vraiment rapide. Et on a des combinaisons aussi de typologie. Il y a des tests gratuits online. Je vous invite à les faire. C'est vraiment intéressant. Je le conseille d'ailleurs aux élèves qui participent au programme, c'est de savoir un peu au départ où on se situe pour avoir une autre lecture de qui on est finalement. Ça va aussi donner une information sur l'alimentation la plus propice à notre typologie. Et donc l'hiver, c'est le kapha qui est accumulé et commence à fondre après l'hiver, donc l'énergie de l'eau et de la terre, hein, c'est très symbolique mais aussi très physique. Pendant l'hiver, le corps a naturellement tendance à stocker, à ralentir, à manger plus riche. Et donc lorsque la chaleur approximative, on n'est plus en hiver déjà, on le sent. Donc les accumulations peuvent créer la lourdeur, la fatigue, des allergies saisonnières, des congestions, la digestion, enfin tout ce qu'on vient de dire ce que Natacha a élaboré. Et donc la détox va viser à réveiller l'agni, le feu digestif, éliminer la masse et les toxines et relancer la circulation de l'énergie et des liquides. Donc l'idée n'est pas de forcer le corps, mais de l'accompagner dans son mouvement naturel de nettoyage. Donc les grands principes, comme ce qu'on vient de voir, hein, c'est donc après les plats lourds de l'hiver, c'est aller vers des aliments plus légers, plus de légumes, moins de produits laitiers, moins de gras, parce qu'on a encore ces habitudes, donc c'est un peu la transition. On reste encore dans des légumes plus cuits, on va pas encore vers le cru, mais on commence à diminuer tout doucement tout ce qui alourdit le système. On va stimuler le feu digestif, donc on va utiliser des épices, surtout en nourriture indienne, on a l'habitude, mais vous le connaissez peut-être, on a vulgarisé le chai. Ben, le chai, il est rempli d'épices très intéressantes pour la digestion et pour le feu digestif. Des boissons chaudes, des repas simples. La simplicité du repas va aussi faciliter le transit et va donner moins de travail et va diminuer le vieillissement aussi cellulaire. Donc c'est intéressant d'avoir des repas vraiment simples, remettre le corps en mouvement. Donc c'est le bon moment de remettre en route la marche, la respiration, peut-être la natation pour ceux qui ont le courage de se jeter à l'eau. Le yoga, bien sûr, qui est idéal en transition aussi, puisque c'est pas encore une grosse activité, mais c'est déjà une petite mise en route. Et puis le nettoyage du mental. On considère que les toxines ne sont pas seulement physiques, mais aussi mentales. Et donc tout ce qui est sommeil, respiration, apaiser le mental, réduire la charge sensorielle sont vraiment capitaux à ce moment-ci. Donc ce qu'il est conseillé de faire, c'est par exemple une petite routine du matin. On peut commencer par une eau chaude avec du citron. Moi, je prends surtout du citron vert, qui a d'autres propriétés que le citron jaune. On peut mettre aussi du gingembre. Je rajoute toujours un peu de poivre pour que la vitamine C se fixe bien. En Ayurveda, on a tout le processus aussi, les protocoles de nettoyage. Donc, on gratte la langue au matin pour enlever les toxines qui viennent charger la langue au matin. On peut se masser aussi. Alors, moi, je préconise toujours un gommage de la peau. Je le fais assez régulièrement, peut-être 3 fois par semaine, avec un gant de crin, et ensuite tu as échauffé ton corps et ton épiderme, et ensuite tu viens te masser avec de l'huile. Tu peux mettre un peu d'huile essentielle qui peuvent être stimulantes aussi. J'ai tout un protocole. Je crois qu'il y a un article dans mon blog qui explique un peu cette huile particulière de drainage et de circulation qui vient stimuler la circulation du corps. Tu t'enduis d'huile et puis tu vas à la douche froide. Alors la douche froide, elle n'est pas toujours très appréciée, mais elle a la propriété de relancer le système, de booster l'immunité et de remettre le moteur en route en fait. Il faut savoir que l'eau chaude est assez, elle est réconfortante, mais elle est contre-productive par rapport aux organes. Elle vient en fait ramollir elle vient carrément alourdir le système. Donc en yoga, on considère que le plus sain pour le corps, c'est vraiment la douche froide. Le mouvement doux, le yoga, la marche, de nouveau, l'alimentation, on en a déjà parlé. Alors, quand on parle de plats simples, les soupes, bien sûr, pas mélanger trop de légumes, peut-être des soupes avec un ou deux légumes, ça suffit amplement. Du kitchuri, donc vous connaissez peut-être le kitchuri, c'est une recette très très basique dans laquelle on met du riz, toujours bien laver le riz bien sûr pour enlever tous les résidus toxiques. Et puis tu peux mélanger dans ton riz, tu peux jeter une poignée de lentilles, ça s'appelle le dal, et tu peux y rajouter quelques patates douces, quelques pâtes pommes de terre
ici de l'agriculture locale et tu fais bouillir le tout, ça te donne une pâte qui est peut-être pas très attirante, mais qui a cette propriété d'apaiser tout le système digestif. Donc ça, c'est quand même assez intéressant comme propriété. Alors en transition, on privilégie aussi les légumes plus amers, comme le radis par exemple. Il y a un radis particulier qui est noir et qui a ce goût qui est très intéressant pour relancer le feu digestif. Alors les épices dont on parlait tout à l'heure, le gingembre, le cumin, le coriandre, le curcuma, qu'on connaît bien maintenant, qui a propriété détoxinante aussi, les boissons chaudes, les tisanes. Privilégier juste les eaux chaudes aussi, hein, juste boire de l'eau chaude toute la journée. On n'a pas besoin toujours d'y rajouter du lait ou du thé ou des fleurs ou des feuilles. Juste de l'eau chaude va être extrêmement bénéfique aussi pour le drainage du corps. La marche quotidienne. Alors moi j'ai recommencé aussi à marcher après les repas. C'est vrai qu'on n'a plus l'habitude de faire ça, mais c'est quand même particulièrement approprié pour aider à la digestion et avoir un sommeil plus tranquille, se coucher plus tôt aussi. Comme il fait plus clair plus tôt, on peut se lever plus tôt aussi, on réduit les écrans, on commence à prendre plus de temps pour soi. Euh, alors éviter les produits laitiers, les sucres, les fritures, les aliments lourds, les céréales, éviter les aliments froids aussi, les boissons glacées, manger trop tard. C'est vrai que c'est intéressant de commencer à penser au dîner. Souvent, moi, je passe à table avec ma fille, il est 6h30, 7h. Comme ça, on a encore toute la soirée, on peut aller se balader, il fait pas trop noir encore, et ça amène une nouvelle hygiène en fait, et un repas peu copieux, comme disait Natacha tout à l'heure, c'est le plus intéressant. Et donc de faire cette inversion de repas, c'est pas mal. C'est vrai que parfois, je peux commencer même par bon, c'est pas dans la coutume européenne, mais si je fais un jeûne intermittent, je peux commencer à midi par un dal avec un riz ou des œufs, des pommes de terre, quelque chose de plus lourd, plus réconfortant. Et puis petit à petit, au fil de la journée, réduire et terminer les repas vers 6h30, 7h. Réduire la surcharge d'informations, surtout quand il y a toutes ces informations un peu toxiques et désagréables. Je dis pas de faire l'autruche, mais in fine, ce qui est plus bénéfique, c'est de prendre soin de soi et d'être un pilier pour sa communauté plutôt que d'être plombé dans une négativité à cause des informations. Surtout on ne sait jamais vraiment ce qu'il en est de l'information. Donc, je vais pas rentrer dans un débat sur la qualité de ce qu'on nous partage, mais c'est intéressant quand même de trier. Les réseaux sociaux aussi, le stress excessif, le multitasking, voilà. Oui, j'ai un peu regardé pour l'adaptation européenne, mais on en a déjà parlé. Donc l'idée est vraiment de réfléchir à ce qu'on peut lâcher qui s'est accumulé pendant l'hiver. Ça peut être aussi faire un tri dans la garde-robe, ça peut faire un tri dans les objets, faire un tri dans la maison. C'est un bon moment pour ça, le grand nettoyage de printemps. On parle souvent de se délester, clarifier son énergie. Je vais rajouter son intention aussi et repartir avec plus de légèreté et une direction. Donc la direction, on n'a pas spécialement besoin d'un objectif pointu, mais c'est vrai que plus on déblaye, plus on a de l'énergie disponible. Si on est dispersé dans son mental et qu'on a trop d'objectifs, ben c'est un bon moment peut-être pour s'arrêter et se poser des questions. Et pas seulement se poser des questions, mais aussi ressentir. On en a parlé hier durant le webinaire à la Tribu Slow. On a fait un exercice pour justement venir sentir en soi ce qui est en présence, qu'est-ce qui est là pour moi et quelle est l'énergie autour de moi. Et donc ça, c'est vraiment un, un outil qu'on n'utilise pas assez, qui est l'outil du féminin, qui est cette capacité de sentir au niveau subtil. Et la détox fait partie de ce travail aussi, de revenir à soi et de privilégier une relation subtile au lieu de consommer, que ce soit des aliments, de l'information ou des relations. Je vais revenir au, euh, à l'autre PowerPoint. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Non, tout est clair. Ok, nice. Alors je vais revenir.
à, à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, dans ce petit PowerPoint-ci. Alors, comment ça se passe au Kundalini Yoga? Donc maintenant, on a parlé de l'énergétique chinoise, on a parlé de l'énergétique, de la philosophie, on va dire, indienne. Et comment ça se passe au Kundalini Yoga? En fait, on a, euh, on a des protocoles qui permettent de travailler exclusivement sur certaines parties du corps ou sur certains phénomènes émotionnels, on va dire. Donc, en général, ce que je fais dans les quatre programmes que j'ai par an, donc il y a un programme à chaque changement de saison. Donc là, on va rentrer dans le premier programme 2026 qui est printemps. Ensuite, il y aura celui de l'été, de l'automne et de l'hiver. Les équinoxes sont des programmes de 21 jours et les solstices sont des programmes de 40 jours. Et donc, 21 jours, c'est l'occasion d'enchaîner sur ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que on est dans un petit groupe, un écrin protégé, j'ai envie de dire, dans un petit groupe WhatsApp dans lequel on va partager tous les jours notre ressenti et notre pratique. Alors la pratique, c'est quoi? C'est un protocole comme une espèce de prescription médicale que j'ai mis sur pied. Donc c'est un enchaînement d'exercices qui vont travailler aussi bien au niveau des organes internes qu'au niveau de l'émotionnel. Et donc pendant 21 jours, on va s'atteler à s'observer, on va s'atteler à introduire des nouvelles habitudes, on va réapprendre à écouter ce qu'on ressent. Je vais vous guider à travers des pratiques de méditation, des pratiques de recentrage, des pratiques de journaling aussi. Et donc pendant 21 jours, c'est le temps en fait nécessaire pour vraiment reprendre contact avec soi. 40 jours, c'est un travail plus profond, c'est 6 semaines, et donc tu viens vraiment changer quelque chose en toi. 21 jours, c'est juste le temps nécessaire pour observer en fait, pour comprendre comment tu fonctionnes. Et donc si ça fait un moment que tu t'es pas donné ce temps, c'est vraiment un parcours intéressant. J'appelle ça une retraite spirituelle en fait, hein, même si tu l'as fait de chez toi et que ça dure une demi-heure par jour, plus une petite lecture. Donc une demi-heure, c'est la pratique physique et méditation. Et ensuite, il y a un document. Enfin voilà, je partage un peu d'informations aussi plus générales sur la, la- l'anatomie védique. Enfin voilà, des choses que j'ai envie de partager. La vision du corps au niveau yogique, etc. Les fonctionnements. Des choses qu'on n'apprend pas dans le quotidien. Et comme c'est 21 jours sont un peu ce moment privilégié, on se donne ce moment pour avoir des lectures différentes et apprendre des choses différentes. Et donc, quand tu rentres dans le programme, tu reçois un livre d'exercices dans lequel tu peux consigner ton ressenti. Tu vas recevoir aussi des guidelines de comment pratiquer, quels sont les aliments privilégiés, etc. Il y aura des recettes aussi. Enfin voilà, c'est un peu un accompagnement qui vient soutenir ce besoin de transition, le besoin de la transition de l'hiver au printemps. Euh, quoi dire d'autre? Euh, Il y a donc ce groupe de soutien parce que l'idée, c'est que la régularité va apporter quelque chose d'important dans le corps parce que je trouve ça très intéressant d'aller faire du yoga de temps en temps à la salle de yoga, mais je trouvais, et c'est pour ça que c'est ma proposition à moi, elle n'est pas toujours appréciée parce que les gens n'aiment pas tellement l'ordinateur parfois, mais mon invitation, c'est de pouvoir pratiquer chez soi en fait. Et c'est de pouvoir chaque matin, soit de rejoindre le groupe, soit de pratiquer avec la vidéo et être en lien. Et donc rester dans ce fil conducteur pendant 21 jours, c'est vraiment un voyage. Euh, voilà, je pense que c'est ça que je voulais vous dire. Donc c'est ça que j'ai mis en place pour soutenir les transitions
Et le programme commence le 21. Le 18, on a une playdate chez Renai. Donc ça, c'est un moment plus jouette où vous pouvez venir faire une petite expérience si vous ne connaissez pas le Kundalini, si vous ne connaissez pas ma façon de donner cours. C'est une façon de se rencontrer et puis d'expérimenter tous ces outils que je vous partage durant le programme. Donc ça, c'est mercredi prochain, c'est à Waterloo. C'est là que Natacha consulte d'ailleurs. NAI est un centre spécialisé en fertilité et en périnatalité, non, en périménopause, pardon. Donc voilà, ça se conjuguait bien de le faire là. Euh, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade-ci. Moi, j'avais juste une question par rapport au fait quand on a des soucis thyroïdiennes, le jeûne n'est pas toujours préconisé. Et donc, je veux savoir si le programme serait apte à suivre pour quelqu'un comme moi. En fait, le programme ne prévoit pas de jeûne, hein. Il n'y a Ah, pas de d'accord. jeûne. Non, non, non. Il n'y a Ok. pas de jeûne. J'ai deux choses à te communiquer très intéressantes. La première, c'est qu'il n'y a pas de jeûne, mais juste des invitations et un soutien pour s'entraider. Parce que même moi qui suis prof, le sucre, ça reste quand même quelque chose de très invitant. Et donc, le fait de se soutenir, ça nous aide à rester dans un lifestyle qu'on a choisi et qui va nous alléger jusqu'à la saison suivante, quoi, tu vois, ou bien rentrer dans le printemps. Puis tous les exercices d'accompagnement. Maintenant, par rapport à la thyroïde, tu es hypothyroïdienne ou hyperthyroïdienne? Hypo. Hypo. Ok. Alors la bonne nouvelle, c'est que moi aussi, je suis hypothyroïdienne. Moi, je suis hypothyroïdienne aiguë. Et donc, j'ai eu une atrophie, si tu veux, symboliquement, parce que moi, je ne crois pas à l'atrophie, mais voilà. Et donc, j'ai une Hashimoto, maladie auto-immune. Voilà, toi aussi. Eh bien, depuis que je pratique le Kundalini, j'ai pu réduire de moitié ma dose. C'est-à-dire que je prenais avant du 100, 125 Mhm. d'hormones thyroïdiennes en micro. Et là, je suis à du 70. J'oscille entre 50 et 70. Alors pour mon endocrinologue, elle me dit ah bah oui c'est normal. Elle participe d'ailleurs aussi au programme de Kundalini. Mais moi, je trouvais ça exceptionnel. Je trouve que ça veut dire qu'il y a vraiment un réel travail et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser encore plus à ce yoga parce que c'est vraiment un yoga hormonal. Il travaille vraiment, tu as vraiment un début et un avant et un après, quoi, tu vois. Donc ça peut être intéressant que Oui. tu testes, que tu vois un petit peu la formule, si ça va pour toi. Ce qui est contre-indiqué, par contre, ce sont les personnes qui ont une haute tension, qui ont des soucis cardiaques, parce qu'il y a certaines respirations qui sont plus fortes. Mais j'en ai dans le groupe aussi. Et ce qu'on fait alors, c'est qu'on adapte. De toute façon, il y a un questionnaire de santé au début, hein. Je veux dire, on rentre pas comme ça dans le programme. Il y a tout à fait une petite anamnèse où chacun m'explique un peu son état de santé. Et sur cette base-là, moi, je peux adapter les exercices parce que bon, on n'est pas tenu à quelque chose de militaire. C'est vraiment souple, d'autant plus que c'est une approche plus féminine du Kundalini Yoga que je propose. Le Kundalini Yoga, à la base, est un yoga assez masculin, assez yang. Et en Mhm. fait, là, on est en train de développer tout un courant beaucoup plus doux, beaucoup plus adapté aussi à la femme. Donc voilà, ça c'est mon approche. Parfait. Merci. Merci, Jenny. Oui, Marie-Estelle, dis-moi. Oui, j'ai deux questions. Première question, le matin, j'ai vu que c'était à 7h30, c'est ça que tu proposes? Alors, oui, en fait, c'est une fourchette. Je voulais pas donner tout le détail. J'espérais la question pour que je puisse le dire ici. En fait, ce que je propose, c'est que chaque fois en début de semaine, enfin plutôt, enfin, c'est le dimanche que je lance un sondage. Je donne les horaires et je vois un petit peu parce que comme tout le monde a des horaires très variés, on fait la moyenne. Et donc là, l'horaire qui a reçu le plus de votes sera celui j'utiliserai pour la semaine. Il faut savoir qu'on n'est pas du tout obligé de pratiquer ensemble, c'est une invitation. Il y a une vidéo que tu peux pratiquer à l'heure que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Moi, je conseille quand même de le faire en début de journée parce que j'ai remarqué que quand je laissais la pratique pour plus tard, j'avais de plus en plus dur à la faire. Et d'expérience, je vois les élèves qui ne le font pas le matin, elles mettent dans le groupe à 11h59, je l'ai fait. Enfin, tu vois, c'est donc voilà, moi je conseille pas trop de faire ça. C'est plus gai de le faire quand c'est le bon moment, donc le matin, parce que ça te met dans un mindset très centré. T'as une bonne journée après, t'as fait ton travail, tu t'es occupé de toi.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui apporte un plus à ta journée, quoi. D'ailleurs, j'ai développé, suite à ces 21 jours et 40 jours, j'ai développé une académie. Donc, il y a aussi la possibilité de faire des cours hebdomadaires toute l'année. Et donc, quand tu es membre de l'académie, les 21 à 40 jours sont inclus dedans, évidemment, puisque tu es déjà dans le circuit, quoi. Et il faut compter à peu près combien de temps de pratique? 30 minutes, c'est ça que tu Oui, c'est proposes? ça, 30-35 minutes, ouais. Ouais. Alors le week-end, je fais une pratique plus longue. En général, j'aime bien que ce soit 60-75 minutes selon l'énergie et la journée, selon le groupe aussi. Si tout le monde est fatigué, bon, on reste sur 1 heure. Mais 1 heure quart, j'aime bien parce que le week-end, je fais toujours un petit peu de doing, donc de l'automassage. Tu vois, je fais une méditation un peu plus longue. En fait, la façon dont sont organisés les cours, les séances, c'est toujours un échauffement. Souvent, c'est danser parce que c'est très très bon pour notre énergie, le corps, le féminin, etc. Donc voilà, on commence par une danse et puis on va sur des exercices plus spécifiques et puis on termine toujours par une méditation. Ça, c'est pendant toute l'année. Alors pendant les 21 jours, là, c'est un protocole plus défini et je l'ai pas encore. Je suis en train d'hésiter sur deux, donc je l'ai pas encore complètement finalisé. Mais ça, vous l'aurez le jour du départ. Vous découvrirez le protocole, quoi. Ok, merci. Et j'ai une autre question. Je me retrouve depuis une semaine à avoir des grosses douleurs au niveau des articulations et des muscles. Et du coup, je me dis, waouh, ça va être compliqué de nouveau de refaire certains mouvements. Est-ce que, enfin, tu vois, je me dis, ceci, je pense que ça peut être bénéfique malgré tout. Je pense que ça peut être très bénéfique, mais euh, bon, tu vas me dire, on va à son rythme. Mais quand on a comme ça des douleurs articulaires et musculaires dans les tendons, que je pense c'est lié, enfin, j'ai plusieurs hypothèses. On peut quand même le faire ou? Alors moi, j'ai ma réponse, mais je vais peut-être laisser Natacha intervenir puisque c'est une question très spécifique, physiologique. Alors, il y a deux réponses possibles. La première, c'est ça dépend. Enfin non, la première question, ça va être est-ce que vous avez une pathologie particulière? Donc, si c'est pathologique, s'il y a une maladie derrière, alors il faut explorer d'abord quelle est la maladie et effectivement, dans un deuxième temps, dire si c'est possible ou pas de faire des mouvements. Si c'est pas quelque chose de pathologique, attendez, je vais changer ce que je vois pas. Si c'est pas quelque chose de pathologique, s'il n'y a pas une pathologie particulière derrière et que c'est juste que pour le moment vous avez un pic entre guillemets de douleur, que ce soit musculaire ou musculaire, comme on l'a dit en début de webinaire, c'est la loge du foie, hein, la partie musculaire. Par contre, l'articulaire, ça va être plutôt la loge du rein, parce que c'est la loge du rein qui gère la sphère des os. Et donc, est-ce que c'est parce qu'effectivement, on passe d'une saison à l'autre, c'est quelque chose qui chez vous est chronique? Et donc là, voilà. Après, j'ai envie de vous dire de la médecine chinoise, de la médecine plutôt de la vision indienne, ayurvédique ou de la médecine conventionnelle, toujours garder le mouvement. Ça ne veut pas dire s'exciter dans le mouvement et faire des corps. Par contre, le fait de dire j'ai mal quelque part ou je suis plus fatiguée, etc., et donc je ne bouge pas, c'est l'opposé de ce qu'il faut faire parce qu'au plus on est raide et au plus on est raide, quoi. C'est un peu le au moins on fait, au moins on fait. C'est la même dynamique pour le corps. Donc, rester en mouvement, c'est important, du mouvement doux, du mouvement lent. Comme je disais tantôt, il faut s'écouter, il ne faut pas aller au-delà. Alors, c'est bateau, comme quand on dit ça, il faut lâcher prise. C'est les deux phrases qu'on entend tout le temps. Mais par contre, c'est réel, il faut vraiment écouter la douleur potentielle qu'on peut avoir. Donc, de manière très mécanique, là, si ça me fait mal, j'arrête le mouvement là où pour moi, elle est ma limite. Par contre, je conseille de rester en mouvement, sauf pathologie réelle. Voilà, on a une sclérose en plaques, on a voilà, genre de pathologies qui peuvent effectivement être un état inflammatoire continu du corps. Là, on discute de comment on compose les choses, mais sinon, le mouvement, c'est toujours bon, ça c'est sûr. Faire circuler. Oui, c'était la réponse que je pensais te passer. J'ai aussi, de temps en temps, surtout en périménopause, des douleurs musculaires, des douleurs aux joints. Et chez moi, c'est souvent lié à l'alimentation aussi. Donc ça, c'est quelque chose à observer peut-être. Et je pense qu'effectivement, comme dit Natacha, le fait de travailler sur une détoxination alimentaire, ça va de toute façon te faire du bien. Rien que moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est les eaux chaudes, diminuer tout ce qui est lait, café, etc. Les excitants qui viennent en plus amener une sorte de toxine dans le corps, ça vient aussi enflammer tout ce qui est ligamentaire. Donc voilà, moi je pense que c'est une approche holistique, hein, tu vois. Donc et c'est très doux. On est entre femmes, donc voilà, ça c'est à toi de sentir.
comment tu es. Puis, tu sais, c'est aussi une approche où on s'écoute, comme dit Natacha, au jour le jour, tu vois. Alors l'idée, c'est effectivement de pratiquer tous les jours, mais tu vas pas le faire manu militari, c'est-à-dire que si un jour tu sens que j'ai des adaptations, je vais pas vous donner toutes les astuces aujourd'hui, sinon tu vas déjà commencer en te dire bon, je vais faire comme ça, mais j'accompagne vraiment chaque personne. Donc, si tu es dans le programme et que tu as un souci quelconque, chaque jour, je suis là, je suis disponible. C'est vraiment cet espace que j'ouvre et que je tiens pendant 21 jours ou 40 jours pendant l'été et l'hiver. Et les élèves le savent, je suis là pour accompagner et donner des ajustements. Parfait. Merci, merci. Merci. En réalité, dans enfin, pour ajouter un petit truc à ça, c'est que effectivement, ce que tu proposes, c'est intéressant parce qu'il faut savoir que la loge du foie, c'est la grande loge de l'inflammation, d'accord? Donc, toutes les pathologies inflammatoires sont liées à la loge énergétique du foie. Et donc, effectivement, quand on fait un parcours comme ça avec Sarbanis, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir effectivement la sphère enfin, voilà, de l'alimentation, etc., la sphère du mouvement. Et puis, la méditation, c'est aussi travailler sur l'inflammation. Et pourquoi? Parce qu'en fait, avec notre esprit, on inflamme notre corps. Un exemple concret, typiquement, j'ai des patients qui ont un TDAH ou qui sont HP, donc des vrais, enfin, c'est pas mais qui sont neuroatypiques. Atypique. Mhm. Après, eux me diront que en fait, non, les autres neuros sont c'est des neuropensants basiques. Bon, voilà, chacun va son approche, mais soit. En fait, le fait d'être constamment être occupé à penser, à ruminer, à être en suractivité cérébrale, ça vient inflammer le corps. Et donc, la méditation fait partie intégrante du travail pour les personnes qui sont souvent en inflammation, qui ont des problèmes d'articulation musculaire, ou ne savent pas trop d'où le symptôme vient. C'est la loge du foie qui gère ça. Et c'est la loge du foie qui gère ça aussi parce que c'est la grande loge de l'inflammation. Et que donc, si on n'arrive pas à calmer son esprit, on aura beau pas boire de lait, pas manger de sucre, faire du mouvement, etc., comment vous dire que l'état inflammatoire ne changera pas? Parce qu'il maintient, en fait, cette suractivité cérébrale maintient l'état inflammatoire. Et donc, il y a une importance réelle à faire un travail, effectivement, et de mouvement et de méditation pour venir calmer l'esprit. C'est à 360, quoi. Il faut vraiment dans la globalité du corps. Et quand on dit holistique, c'est vraiment ça. Il y a la tête, il y a le corps, et puis il y a toute cette sphère énergétique, mais il y a aussi de la mécanique. Il y a des choses qui sont très, voilà, il ne faut pas être perché pour comprendre cette dynamique-là, je pense, de la lecture, hein, parce on parle de médecine chinoise, ou d'Ayurveda, ou de Kundalini. Il y a certaines personnes de l'extérieur qui pourraient se dire, oula, où est-ce que je suis? Mais en fait, c'est hyper pragma et cartésien. On parle vraiment de choses physiques qui se passent dans le corps. Et la physique quantique, je pense, est venue un petit peu soutenir ça en disant, effectivement, nous ne sommes qu'énergie. Dans ces sphères énergétiques, il y a beaucoup de choses qui bougent vite. Et donc, c'est important de faire attention à ça et de se recentrer, et effectivement, de calmer l'intégralité du corps et de l'esprit. D'où l'intérêt de ce parcours. Ouais. Ouais, Oh, c'était merci. Oui, c'est vrai. Et tu parles de neuroatypie. Moi, je suis entourée et moi-même, j'ai aussi des neuroatypismes. Mes enfants aussi. Je connais très très bien le cas. Et c'est vrai que cette médecine, parce que moi j'appelle ça vraiment une médecine, la médecine du mouvement avec la respiration et la méditation, ce combo en fait, c'est vraiment ce qui est devenu ma colonne vertébrale en fait. Je serais pas qui je suis, je ne traverserais pas la ménopause. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit un livre là-dessus parce que pour moi c'est vraiment ça a été la grande découverte de ces 10 dernières années quoi. pas logique, hein, parce qu'en réalité, on n'est pas censé avoir des symptômes ni de péri ni de ménopause. Hein, logique. Exactement. Comme tout est tourné vers l'homme, forcément, la femme, quand elle a des symptômes, on a l'impression que c'est normal, puis on va minimiser en lui donnant mille et une choses, peu importe, c'est du curatif et du symptôme, finalement. Mais en fait, une femme dont l'énergie fonctionne bien, moi j'ai plein de patientes qui passent la péri et la ménopause comme ça, c'est-à-dire elles ne sont pas supplémentées de progestérone ni de rien du tout. Et en fait, ça va bien parce qu'on est censé être fait pour pouvoir traverser ça, au même titre qu'on peut accoucher si tout se passe bien, sans être accompagné médicalement par des supports. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire effectivement que quand on va aligner, quand on va générer une dynamique positive, énergétique, et il n'y a rien de perché, c'est vraiment, voilà, en fait, on va pouvoir traverser énormément de choses sans s'en rendre compte. Et donc, plutôt de se dire, ah mais tiens, ou alors les gens s'en rendent compte après, ils vivent quelque chose de très traumatisant. J'ai une patiente en tête, là.
voilà, qui a vécu le décès d'une jeune patiente qui a 26 ans, qui son papa est décédé ici en septembre. Donc c'est une personne que je vois tous les 6 mois, hein, parce que la médecine chinoise c'est censé être du préventif, hein, pas du curatif à la base. C'est plus du curatif aujourd'hui, mais j'espère qu'à long terme ça le sera moins. En fait, elle m'a appelé en me disant il faut que je te voie parce que j'ai perdu mon papa et que j'ai besoin de voilà, j'aimerais que tu viennes un peu rééquilibrer tout ça. Et en fait, en arrivant ici, elle m'a dit mais c'est fou parce que tu m'aurais dit tu perds ton père il y a 5 ans, j'aurais jamais pu en parlant comme ça parce que je sentais que j'étais pas alignée. Et là, évidemment, elle a perdu son papa et ça a été très compliqué, mais énergétiquement parlant, elle n'a pas été, je métaphore le truc, mais ça n'a pas été explosé en énormément de tristesse parce qu'il y a une perte enfin c'est un deuil, mais par contre elle est restée vachement centrée. Donc quand elle est venue, en fait elle allait bien, énergétiquement parlant. C'est vraiment la sphère émotionnelle, mais comme quoi en fait le corps il est bien fait et que quand ça fonctionne bien, on passe les événements, on les vit et il faut les vivre et il faut déposer les émotions sinon on cristallise. Mais en fait quand on laisse vivre le truc, finalement on est bien fait. Et c'est un peu ça le rêve dont je parlais au début, c'est en fait on est bien fait sur toutes les sphères. Et donc, si on fait des parcours comme avec Sarbani, si on prend soin de soi, si machin, on passe à travers tout et on n'a pas besoin d'aller voir ni des médecins, ni des thérapeutes en médecine chinoise, ni rien du tout, parce qu'en fait, vous savez faire le taf toute seule. Et c'est ça l'idéal, c'est d'arriver à vous rendre autonome dans votre propre vie pour plus avoir des douleurs articulatoires, musculaires, ce genre de choses, mais qu'en fait, votre corps, à un moment donné, arrive à autogérer la chose et que vous-même preniez conscience et que vous dites, OK, là, j'ai eu un pic de stress, ça m'a inflammé, il faut que je médite, il faut que je reprenne le dessus. Et c'est un peu ça l'idée, quoi, c'est de vous rendre autonome dans votre fonctionnement du quotidien, en fait, finalement. Exactement. Ouais, tu as vraiment bien tout summarisé. D'ailleurs, on arrive tout doucement à la fin de ce petit webinaire. J'espère que vous repartez avec des bonnes clés, des bons outils, des informations utiles. N'hésitez pas aussi, vous pouvez nous écrire. Je peux transmettre à Natacha les informations ou les questions. Et vous avez mon site web aussi. Euh, et je vous dis à bientôt. Alors, j'espère vous voir éventuellement le 18 chez Renai. Donc, ça c'est à Waterloo. Et puis sinon, dans un parcours de 21 jours qui commence le 21 mars. Voilà. Si vous n'avez plus de questions, on va s'arrêter ici. Ça va pour vous? Ok. À Moi, bientôt. j'avais Au une question. revoir. Oui? J'avais plutôt une question par rapport au suivi que propose Natacha. Ah, J'ai j'ai compris que elle proposait ses services chez Nae à d'autres endroits. Natacha, comment t'approcher? Qu'est-ce que tu prévois? Qu'est-ce que tu proposes comme alors, voilà, c'est parce que j'ai pas bien compris en fait. bon, ben, je Tu, comprends. tu veux qu'on mette ton téléphone ou ton email on peut la mettre dans le chat? Oui, tu peux tout mettre, pas de souci. En 2 mots, en gros, la médecine chinoise, la manière dont moi je l'aborde, c'est un petit peu enfin, je suis un peu le généraliste chinois. Je métaphore le truc, mais ça ressemble à ça. Donc, j'ai des patients avec toutes des pathologies différentes. Mhm. Et c'est vraiment de partir de ce que le corps peut gérer au moment où vous êtes là. Donc, quand j'ai un patient qui arrive, prenons votre exemple, hein, vous arrivez, je ne sais pas si vous tutoyez, parce que par politesse, mais Oui, pas de souci. et donc, si tu arrives dans mon cabinet demain avec la pathologie, là, l'idée, c'est d'aller prendre les pouls, donc aller vérifier quelle est l'énergie, quel est l'état de téloge énergétique du foie, de la rate, du rein, de tout ce qu'on a parlé en fait aujourd'hui. On va un peu Mhm. passe. Pour ça, c'est pas chinois finalement, c'est que je pose mes doigts sur les poignets et que j'ai une information énergétique qui est là. Je pourrais te mettre un ohmmètre qui est en fait une machine qui vient enfin, qui vient retranscrire l'énergie du corps. Tu verrais toi-même finalement les fluctuations du corps à l'intérieur de ton corps, les fluctuations énergétiques. Et donc, en Mhm. base de ça, on va venir travailler en traitement de fond. Donc, moi, ce que j'aime dans ma pratique, c'est que je travaille le fond plutôt que donc la cause, le fond plutôt que le symptôme. Le symptôme, c'est important, on va travailler dessus, c'est vraiment important. Mais l'idée, c'est de se dire, c'est toi demain, tu viens avec un torticolis, je vais travailler le torticolis. On a des protocoles qui fonctionnent bien, mais pourquoi toi tu fais un torticolis et pas Estelle par exemple. Donc c'est vraiment de savoir pourquoi toi tu as ça et pas ta copine à côté et de se dire si toi tu développes cette pathologie-là, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre ailleurs qu'il faut aller traiter. Et moi, ma manière de travailler, c'est ça, c'est de revenir sur les différentes couches, les différents déséquilibres finalement qu'on a accumulés dans notre vie, qui n'ont pas été gérés par le corps. Certaines ont été gérées par le corps, certaines barrières ont été gérées, d'autres barrières moins. Et donc ça cristallise, c'est des pathologies et c'est ça, on vient nettoyer au fur et à mesure. En gros résumé, c'est comme ça. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, en consultation, on peut tout de suite aborder avec ce qui nous préoccupe. Oui. C'est ça en fait l'idée. Et, euh, et donc les consultations, tu les proposes en fonction des pathologies de chacun, au niveau de la fréquence, je veux dire.
c'est pas forcément tous les. Alors, ça, c'est une autre question. Effectivement, la pathologie va demander un suivi plus régulier ou moins régulier. Mais en général, quand les personnes arrivent chez moi, c'est qu'elles sont à un pic. Parce que comme moi, hein, j'ai atterri dans la médecine, j'arrive à un pic et que j'avais fait toute la médecine conventionnelle et que je me suis dit, purée, il ne reste plus grand-chose. Où est-ce que je vais aller pour être soignée? J'ai atterri en médecine chinoise et j'ai été soignée. Je me suis dit, ah, ok. Donc le truc que je pensais être perché, finalement, ça peut me soigner sans être invasif et sans m'abîmer le corps de l'intérieur. Et donc, au début, je pense qu'il est important de remettre le corps en fonctionnement. Et donc, ce que je propose, mais c'est une proposition, à mes patients au début, c'est de les voir une fois par mois. Donc, un traitement de fond dure 21 jours. J'aime laisser une semaine de fenêtre thérapeutique pour que le corps puisse respirer finalement. Et puis, je les revois une fois par mois. Il y a des gens après trois fois et je les vois plus. Parce que, par exemple, tout ce qui est digestif, toutes les problématiques digestives, ce genre de choses, ça va en réalité, en général, assez vite, sauf grosse pathologie chronique depuis 20 ans, quoi. Mais sinon, voilà. Après, j'ai d'autres pathologies comme des acouphènes, comme la polyarthrite rhumatoïde, comme la sclérose en plaques, le lupus. Enfin, ces pathologies qui sont installées depuis longtemps et qui sont des pathologies de maladies auto-immunes, où on a besoin de relancer énormément de choses avant que le corps se remette à fonctionner dans le bon sens, parce qu'en fait, il fonctionne à l'envers à ce moment-là. Donc, c'est vraiment aléatoire en fonction de la pathologie et aussi en fonction de votre corps et Mhm. de la prédisposition que vous avez en arrivant chez moi de cheminer vers vous. Parce qu'au-delà Mhm. de la pathologie physique, il y a un cheminement, qui soit conscient ou non, sur autre chose. On est sur une autre fréquence. Et parfois, Mhm. il y a des patients qui commencent, ça marche pas parce qu'en fait, ils veulent pas encore guérir, ils veulent pas encore cheminer vers eux. Et donc là, j'arrête en disant, en fait, ça fait deux, trois séances, je vois pas le mouvement dans les pouces, je sens qu'on stagne. Donc, soit ça fonctionne pas avec moi, et moi, enfin voilà, j'ai pas comme objectif d'avoir un fonds de commerce avec les gens qui viennent chez moi. Donc, quand je sens que ça fonctionne pas, j'en discute. Et si effectivement le ressenti est chez les deux personnes, alors on arrête. Et souvent, ces personnes-là vont revenir 6 mois, un an après, reprendre rendez-vous. Et là, ça y est, bam, on a le clic, on a le truc qui fonctionne. Là, la personne, elle est prête effectivement à cheminer vers elle et à guérir, parce que parfois, la maladie, ça devient une meilleure copine, hein. Il y a des gens qui sont attachés à ça, ça les définit en tant que personne. Je Mhm. pense qu'un lupus, c'est quelque chose qui est, voilà, qui prend de l'intérieur. Et en fait, les gens marchent main dans la main avec leur maladie et à un moment donné dire, bah, il va falloir couper le cordon de la maladie. C'est pas toujours facile. Donc, il y a plein de petites choses aussi à voir. Et donc, c'est tout Mhm. évidemment très personnel parce que vous êtes chacun Ok. différent. C'est la beauté aussi finalement de ce métier. C'est que chaque patient est différent, chaque histoire est différente, chaque parcours est différent. Et donc, on s'adapte à chaque personne. Très bien, c'est plus clair. Merci. Et tu as un site internet, enfin, donc j'ai vu qu'il y a Oui, ton j'ai tout numéro là. mis. J'ai mis Oui, le site aussi, j'ai mis dans le chat. Super, si tu tapes mon nom sur Internet, tu trouveras les infos. ça va. Merci pour les questions. Merci beaucoup, merci à vous deux. Merci alors, et je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous ai mis les liens aussi dans le chat vers la playdate chez Onaï de mercredi prochain. Natacha sera peut-être présente aussi d'ailleurs. Et le programme de 21 jours qui commence alors le 21 mars. Et dès que vous êtes inscrite, alors vous avez accès à une plateforme dans laquelle il y a tout un tas d'informations. Et donc le plus tôt vous vous inscrivez, le plus tôt vous pouvez arriver à vous prendre le temps pour tout lire, remplir tous les questionnaires et être bien préparé pour le 21. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye bye. Merci Natacha. Au revoir.